Laetitia, bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. Oui. Installez-vous. Merci. Bienvenue dans mon salon. Oui, enfin. Bienvenue dans ma ville, dans ma cuisine. Ceux qui nous cuisine. regardent doivent savoir que c'est un salon artificiel. C'est vrai, Mais il vous avez se pris de rapproche l'influence sur l'architecture intérieure. Il se rapproche beaucoup et c'est très bien fait. Oui. Je voulais vous remercier déjà de me recevoir et de me permettre de vous rencontrer. Ouais. Je suis vraiment honorée, vraiment ravie parce que vous êtes à la tête de la plus haute instance d'Europe et c'est une magnifique occasion pour moi de pouvoir vous poser les questions de ma communauté et de pouvoir représenter les jeunes d'Europe et les jeunes français. Donc merci beaucoup de m'accueillir. Alors j'avais une première question. Beaucoup de jeunes européens sont très sensibles à l'écologie et aux effets des produits chimiques sur notre santé. Et sur ma chaîne YouTube, par exemple, je parle beaucoup de tous ces sujets parce que je vais être mère un jour et que l'environnement dans lequel va grandir mes enfants est très important. Un point qui est important pour moi, c'est la question des perturbateurs endocriniens notamment, parce que je n'arrive pas à être mère et je ne suis pas convaincue que ce ne soit pas lié. D'ailleurs, sur cette fameuse question des perturbateurs endocriniens, la Commission européenne n'a fait que repousser depuis 2 ans et demi l'interdiction et ça me rappelle également la question du Roundup qui est à l'origine de nombreux cancers des gens qui sont exposés et qui n'a pas été interdit. À force, j'en viens à avoir le sentiment que peut-être le rôle de la Commission, ce serait finalement de nous faire miroiter des interdictions qui n'arrivent pas et qui laissent le temps peut-être aux multinationales de continuer à gagner beaucoup d'argent et à vendre des produits chimiques qui nous font du mal. Du coup, la question que je voudrais vous poser, Monsieur Juncker, c'est comment faire pour ne pas être inquiète et comment est-ce que vous pourriez me rassurer? Mais nous travaillons sur ces sujets et nous travaillons ces sujets. Il y a dans le monde scientifique différentes appréciations sur les produits dont vous parlez. Moi, je suis plutôt du côté de ceux, enfin, je ne dirais pas de ceux qui ont peur, mais de ceux qui s'interrogent. Et parfois, je me pose la question si les avis scientifiques qui sont publiés et qui sont distribués à la planète entière sont exempts d'influence des grands groupes producteurs. Et donc la Commission travaille sur ce sujet et nous ne prenons pas à la légère ces sujets. Donc je suis, comment dire, impressionné par le problème. D'accord, merci. Alors, ma deuxième question est la suivante. Votre prédécesseur au poste de la Commission européenne, M. Barroso, a rejoint cet été la Goldman Sachs. Et j'ai été personnellement interpellée par ce choix parce que je me suis posé la question en tant que citoyenne, est-ce que quand il avait son rôle de président, il n'a pas été complaisant peut-être avec son futur employeur ou est-ce que maintenant qu'il occupe un poste dans une banque privée, il n'est pas arrivé avec dans ses poches des secrets d'État, par exemple? Mais ces doutes-là ne sont pas très importants parce que ce sont que mes doutes. Ce sont les doutes de beaucoup d'autres aussi. Hein. Voilà, mais en tout cas, c'était les miens, mais c'est pas le plus important, je pense. Et concernant cette nomination, vous avez déclaré dans le quotidien Le Soir que ça ne vous posait pas de problème qu'il travaille dans une banque privée, dans la mesure où il avait respecté les délais de 18 mois qui sont imposés par la loi européenne. Donc ça, je le comprends aussi. Mais vous avez ajouté que le fait qu'il travaille pour cette banque-là vous posait un problème. Et du coup, moi, j'ai été étonnée, j'étais un petit peu perdue parce que je comprenais pas très bien. Et je me demandais pourquoi est-ce que cette banque-là en particulier pose problème. Je comprends pas très bien finalement. Oui, tout d'abord, je crois que José Manuel Barroso est un type honnête. Oui, sans doute, bien sûr. Oui, c'est un ami. Il a pris la décision de rejoindre le groupe Goldman Sachs après un délai de que 18 mois qu'il a code de respecté, conduite bien sûr. de la Commission européenne impose, alors que de tels codes de conduite aussi astreignants n'existent dans aucun de nos États membres, même pas dans le pays que vous connaissez le mieux, et donc la France. Donc il a respecté les règles. Oui. Donc moi je ne vois pas de grands problèmes dans le fait qu'il rejoigne le secteur financier. D'autres l'ont fait. D'ailleurs, je l'ai bien compris, mais ma question c'était plutôt par rapport à... Oui, vous voulez que je tape sur Goldman Sachs, je viendrai tout de suite. Non, pas du tout. Non, c'est pas ça. C'est que moi, je me pose la question parce que je ne comprenais pas. Si un type quitte une grande entreprise pour devenir ministre, personne ne se pose de questions. Comme si celui qui était au service solidement rémunéré d'une grande firme
d'une grande entreprise, d'une grande banque, n'emporterait pas dans sa nouvelle fonction tout le savoir et tous les réflexes qu'on a pu acquérir en travaillant dans le secteur privé. Là, on ne se pose jamais de questions. Mais si un homme politique quitte la sphère politique pour rejoindre la sphère privée, ce qui n'est que chose normale aux États-Unis, où il y a un mélange entre poste public et emploi privé, tout le monde se pose des questions. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, je me répète, pas de problème qu'ils prennent emploi, une fonction dans une banque privée, mais pas ça là, parce que Goldman Sachs a été un de ces ensembles qui ont contribué, en le sachant pas, à l'émergence d'une crise financière et économique énorme au cours des années 2007, 2008 et 2009. Et donc, je me posais des questions sur l'identité du port vers lequel il se dirigeait. D'accord. D'accord, merci. Ma prochaine question est la suivante. Ces derniers mois, on a beaucoup entendu parler des révélations du lanceur d'alerte Antoine Deltour, et notamment nous en France. Et il a été montré notamment que le Luxembourg a permis dans le plus grand secret à des multinationales comme McDonald's ou comme Pepsi de rapatrier tous leurs profits réalisés dans les pays d'Europe et de ne payer au final qu'1% d'impôts. Moi, quand j'ai préparé cette interview, j'ai été étonnée parce que mon mari a une petite entreprise et lui, il paye 33% d'impôts. Et du coup, la différence entre les deux me semblait énorme. Mais heureusement, vous avez déclaré que votre commission allait faire le nécessaire pour que cette injustice sociale devienne une priorité. Et du coup, j'ai été soulagée. Mais la question que je me suis posée ensuite, c'était, et c'est peut-être une question très naïve, est-ce que finalement, vous êtes vraiment le mieux placé pour pouvoir mettre fin à cette injustice sociale? Parce que, et là, ça n'a rien de personnel et c'est pas du tout une attaque, mais je me demandais, confier à quelqu'un qui... Vous pouvez m'attaquer si non, je veux pas vous attaquer, pas du tout. Hein. Non, non, jamais de la vie, vraiment pas. Mais la question que je me posais, c'est confier à quelqu'un qui a été ministre des Finances pendant 18 ans du plus grand paradis fiscal en Europe, la mission de lutter contre l'évasion fiscale, est-ce que ce serait pas finalement un petit peu comme désigner chef de police un braqueur de banque? Oui, enfin, on dit souvent que les braqueurs et les braconniers constituent dans nos services de police les meilleurs éléments. Mais à part oublions cela. Vous portez sur le pays qui est le mien, mais dont je ne suis plus responsable, un regard superficiel qui traduit assez bien la condescendance française lorsque les Français regardent les autres. En Europe, chaque pays est le paradis fiscal de son voisin. Est-ce que vous êtes sûr et certaine que ce qu'on a appelé les tax rulings, donc les arrangements entre administration fiscale et entreprise, n'a pas eu cours en France? Moi, je suis certaine de rien. Enfin, je suis certaine de rien, c'est pour ça que je suis là pour vous... Je vous pose la question et vous enquêterez sur Je le ferai avec grand plaisir. Enfin, je vous dis d'ores à présent que ce que vous allez découvrir ne vous fera pas plaisir. D'accord. Mais indépendamment de cela, j'étais, et je reste convaincu, qu'en Europe, nous avons besoin d'un minimum, comment dire, de normalité fiscale. Les entreprises doivent payer leurs impôts où elles réalisent leurs bénéfices. C'est ce à quoi s'attache la commission que je préside, et nous prenons ça très au sérieux, comme l'a prouvé la décision sur Apple en Irlande, et d'autres décisions sans considération de pays, de drapeaux et de personnes vont intervenir au cours des semaines prochaines. Mais moi, je n'ai jamais pris de décision sur l'imposition individuelle d'une entreprise au compte du Luxembourg. C'est l'affaire de l'administration fiscale, ce qui n'empêche pas qu'on ait pu s'entretenir avec les grands investisseurs étrangers qui voulaient s'établir au Luxembourg. Tous les premiers ministres, tous les ministres des Finances reçoivent les grands dirigeants des grands groupes internationaux, mais il n'y a jamais eu, comment dire, une prise d'influence sur les modalités et les détails de l'imposition particulière d'une entreprise individuelle. Je voudrais que tous ceux qui ont été premiers ministres et ministres des Finances dans leur pays puissent dire de même. D'accord.
Merci beaucoup pour ces explications. Du coup, j'y vois un petit peu plus clair et je ferai ce que vous m'avez invité à faire et j'irai regarder, bien sûr, avec grand plaisir. Ma question suivante, c'est une question qui m'a été beaucoup posée par ma communauté. Vous savez, moi j'ai une chaîne YouTube où je parle beaucoup d'écologie et c'est une question sur la manière dont les lobbies influencent les lois européennes. Et dans ma question précédente, dans la première question, je vais vous expliquer que moi je parlais des lobbies en fait dans le milieu bio, mais mes internautes ont beaucoup insisté sur l'influence des lobbies dans tous les autres domaines. Et ils me rappellent par exemple que les citoyens qui élisent des députés qui ne peuvent pas voter des lois. Et moi, là où je suis étonnée, c'est qu'à Bruxelles, il y a entre 20 000 et 30 000 lobbyistes et des industries qui les emploient dépensent des millions d'euros pour gagner de l'influence. Du coup, je pense par exemple au cas de Philip Morris qui emploie 160 personnes à temps plein et qui leur donne une enveloppe de 1,5 million d'euros pour organiser des dîners et des événements. Et je trouve que ces efforts ne sont pas vains parce que finalement, ils portent ses fruits. Et en cherchant, je me suis rapprochée aussi de l'industrie pharmaceutique et je me suis rendu compte que par le biais des différents lobbies, votre commission rencontrait par exemple entre 2014 et 2015 jusqu'à 2 fois par semaine des lobbyistes. Et moi je me dis que ça crée forcément une relation de travail qui est tenue et surtout qui est entretenue par des millions. Et là où je veux en venir, c'est que moi, je suis présidente d'une petite association en France, une association humanitaire, et d'une association liée au bio. Et je me demande, par exemple, comment imaginer que les associations de citoyens, comme moi, par exemple, puissent avoir les mêmes budgets et puissent avoir les mêmes opportunités que les entreprises. Et ça m'amène à la question que je voulais vous poser, c'est que finalement, j'ai du mal à croire que l'Union européenne puisse être garante de l'intérêt général du peuple plutôt que de l'intérêt des entreprises, dans la mesure où j'ai l'impression qu'ils marchent un petit peu main dans la main. Et donc, ce que je voulais vous demander, c'est pensez-vous que l'Union européenne soit garante finalement des hommes, donc des êtres humains, ou plutôt des entreprises? Quel est votre sentiment à ce sujet-là? D'une façon générale, on ne peut pas systématiquement opposer les deux. Les citoyens, les consommateurs et les grands groupes pharmaceutiques ou autres. Mais il y a du vrai dans votre question. Tout d'abord, les députés européens votent les lois. Votent les lois. Vous avez dit, ils ne votent pas de loi, ils votent les lois. Deux, j'ai veillé, dès la prise de ma fonction, donc dès le début du mandat de la commission actuelle, d'établir un registre de transparence. Donc tous les lobbyistes, vous avez dit là, la commission a reçu entre 2014 et 2015, soit 2 fois par semaine, je ne sais pas qui. Oui. Comment se fait-il que vous le sachiez? Mais parce que nous publions nos contacts. Et j'ai veillé à ce que le président de la commission, les vice-présidents, les commissaires, les directeurs généraux, enfin tous ceux qui puissent s'enregistrer. Non. Doivent indiquer au grand public quels sont les lobbyistes qu'ils ont reçus dans leur bureau ou dans une taverne bruxelloise pour qu'on sache qui essaie de prendre influence sur quelle décision. Moi, je ne suis pas opposé en principe au lobbyisme, si le lobbyisme est une participation, une prise de décision qui présente les intérêts des grandes entreprises ou des organisations de consommateurs. Nous recevons aussi des organisations environnementales. Mais qui ont moins de budget, j'imagine. Oui, mais enfin, c'est pas la Commission ou l'Union européenne qui donne leur budget aux lobbyistes. Hein. Ça s'organise. Oui. Par contre, nous appuyons financièrement d'autres cercles d'influence plus vertueux, comme les organisations de consommateurs et autres. Donc, pour moi, l'essentiel est que les Européens sachent qui a vu qui sur à quel sujet. C'est ce que nous donc, en fait, finalement, dans mon imaginaire de citoyenne et de jeune femme, donc ça veut dire qu'en gros, on a des lobbyistes qui ont des milliers d'euros pour pouvoir faire leur travail de lobby. Et la réponse qu'on apporte en face, c'est de leur dire, si vous voulez, vous pouvez vous inscrire dans un cahier pour déclarer que vous êtes lobbyiste. Non. Moi, c'est comme ça que je le vois. Si moi, je reçois, disons, un grand banquier, je le fais savoir. Et donc, ceux qui m'observent peuvent vérifier si oui ou non le point de vue, d'ailleurs toujours connu, de cette grande banque ou d'une grande entreprise a pu produire des effets quant au contenu des décisions qui sont celles
de la Commission et du Conseil ensuite et du Parlement européen ensuite. Moi, je suis pour la transparence intégrale. D'ailleurs, je ne suis pas le fifi, le favori de ces milieux-là. D'accord. Je vous dis ça pour vous rassurer. Mais vous me rassurez. Écoutez, je vous ai posé toutes mes questions. Et comme le temps est compté, je vais vous remercier d'y avoir répondu, d'avoir joué le jeu. Merci beaucoup. J'aurais voulu poursuivre. Parce que mais moi aussi, j'aurais voulu poursuivre avec plaisir. Mais qui a décidé que nous devions interrompre maintenant? Je crois que c'est le temps et par respect pour mon collègue. Vous qui croyez que la Commission décide de tout, ce n'est pas vrai. C'était les autres. C'est horrible. Et oui, il faut bien que je laisse la parole à mon collègue qui est tout aussi excité de moi à l'idée de vous rencontrer. Oui, ok. Merci beaucoup, Monsieur Juncker. Merci. Et à bientôt. J'espère que c'était votre première fois avec une youtubeuse, votre première interview. Oui, mais pas la dernière. Bon, j'espère bien. On verra. À très bientôt.